Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo apprendre les règles de Core Space. Donc mon but ici ça va être de vous donner les clés pour pouvoir comprendre comment on positionne une map, parce que ça c'est un petit peu compliqué quand on n'a pas l'habitude. Ensuite, une fois que la mission est organisée, comment je fais mon équipe, parce que l'équipe elle va être aussi en fonction de la mission que vous allez faire. Et puis après aussi comment jouer directement, comment je vais déplacer mes figurines, comment la purge va agir. Le but c'est vraiment d'aller à l'essentiel pour que vous puissiez être autonome le plus rapidement possible. Bien sûr cette vidéo ne se substitue pas à la lecture du livre de règles, que vous pouvez faire chez vous en PDF directement grâce à Légion Distribution qui l'a mis en français dans la description juste en dessous comme ça. Donc on y va, on va commencer par apprendre à lire une fiche de mission. Alors pourquoi je commence par la mission plutôt que par la constitution de l'équipe? C'est parce qu'en fait votre nombre de figurines va dépendre en fait en l'occurrence de la mission et ça va être défini ici avec le membre d'équipage initiaux maximum. Donc ça ne veut pas dire le nombre de joueurs mais bien le nombre de personnages que vous allez jouer au sein de chaque équipe. Si on prend dans l'ordre ensuite la répartition des cartes événements, et bien simplement vous avez un petit logo en bas de chaque carte événement, vous en prenez 4 au hasard avec le logo de la purge, toutes les cartes des PNJ et toutes les cartes génériques. Au milieu vous avez le compteur d'hostilité. Donc là, niveau de départ 3, donc on est en mode détendu, ça va aller, sachant que bien sûr ça va grimper tous les tours et que si vous voulez un petit peu plus de difficulté, vous pouvez commencer en mode directement attention, ou alors si vous êtes un fou en mode couvrez-moi, c'est à vous de choisir en fait, mais croyez-moi, ça va quand même monter assez vite, surtout qu'il n'y a pas vraiment de limite de tour en fait dans le jeu, vous pouvez jouer vraiment comme vous voulez, jusqu'à ce que mort s'en suive ou jusqu'à ce que vous ayez réussi à remonter en fait dans votre navette. Alors la répartition des objets, ça c'est une chose qui peut poser un petit peu problème au début, alors qu'en fait au final c'est assez simple. Donc vous avez deux types d'objets, ceux qui sont grands et ceux qui sont petits. Donc là tout simplement on vous dit que dans chaque caisse grande, orange et verte, vous allez mettre un grand objet et deux petits objets. Donc ça, vous le faites bien sûr au hasard, sans vous-même regarder ce que vous mettez à l'intérieur. Et dans les petites caisses, vous allez mettre 3 petits objets à chaque fois. Le symbole rare, c'est parce qu'il faut trier en fait les objets qui sont de type rare. Ça, vous le voyez derrière parce qu'ils ont ce logo. Et dans cette mission-là, dans le pool des objets que vous allez répartir, eh bien, vous allez mettre un petit objet rare et un grand objet rare. Donc ça, c'est pareil, c'est un pré-tirage que vous faites. Vous regardez pas dans tous les rares, vous en prenez un petit, un grand, vous les mélangez avec le pool des grands, vous mettez ensuite un grand dans chaque grande caisse, et puis après c'est pareil avec les petits. Et une fois que vous avez ça, vous remélangez en fait tous les pions dans le grand sachet noir en faisant bien attention, et ça c'est un point qu'on a tendance à oublier, en ne mettant pas de grands objets. C'est-à-dire que quand vous allez fouiller maintenant dans le jeu, vous n'allez trouver que des petits objets. Ensuite, parfois, il y a un pion qu'on vous demande de mettre de côté. Là, c'est l'élément important, voilà, le pion objectif qui, une fois sorti, vous rapportera 3 UA. Donc les UA, simplement la monnaie du jeu, c'est ce qui va vous permettre en fait d'acheter que ce soit de l'équipage, d'améliorer votre vaisseau ou de l'équipement. Alors ensuite, sur la construction de la carte en elle-même, eh bien, page 53, vous avez la correspondance en fait entre chaque type de trait et le type de bâtiment. Tout de suite, j'attire votre attention sur les grandes ouvertures. Vous avez les entrée, il y a 2 petits points de chaque côté du petit muret par rapport aux portes larges. Voilà, ça peut être un... Alors franchement, en termes de jeu, ça va pas changer grand chose si ce n'est la ligne de vue, mais ça va être vraiment très light. Mais voilà, si vous posez la question. Et puis, ce qui est important aussi, c'est les poutres. Ici, ce n'est pas un élément plein, c'est des éléments un petit peu de décoration. C'est les enchevêtrements métalliques qui permettent en général de soutenir un peu les décors et de maintenir un petit peu la solidité. Voilà, moi au début, je me suis posé la question, je pensais que c'était un mur, donc faites bien attention à ça, mais vous verrez, une fois que vous avez l'habitude, c'est quand même assez facile. Ensuite, l'arc de cercle ici, c'est les sas, donc c'est les endroits de démarrage pour votre vaisseau. Tant qu'on est sur les éléments extérieurs, il faut bien penser à mettre les points d'entrée ainsi qu'ils sont numérotés. Donc c'est par là que va arriver la purge ou des PNJ, hein, les deux sont possibles. Et puis pour finir, il vous suffit de mettre en fait les éléments. Donc si vous avez une question, vous référez en fait au quadrillage. Vous savez, il suffit de compter. Une fois que vous êtes sur le côté, vous dites ok, c'est à 3 de là et à 3 de là. Comme ça, vous pouvez mettre directement votre console, etc. Donc là encore, je vous conseille de le faire à 2. Donc au début, vous triez en fait tous les éléments par type. Et puis après, il y en a un qui lit le plan et puis qui dit là un grand mur, là ça part en coude à droite, ici tu rajoutes une extension, tout droit, un T, etc. Et un petit thé, un petit café, et puis comme ça ira beaucoup plus vite que tout seul. Dernière chose, hein, pensez bien à mettre les civils qui sont vraiment un élément primordial sur le jeu et qui ont un emplacement spécifique.
Donc maintenant que vous savez installer votre mission, voilà, la mission est installée, et bien comment on va recruter en fait son équipage? Donc vous devez toujours avoir un capitaine, ça c'est primordial, et il ne peut y avoir qu'un seul capitaine. Alors pour la suite, ça va dépendre du mode de jeu que vous choisissez, c'est-à-dire que vous pouvez très bien débuter en vous fixant un budget, vous avez les personnages qui ont un coût en bas à gauche, vous pouvez avoir aussi un coût d'équipement, donc c'est les armes que vous allez leur payer. Il y a des armes au début qui sont gratuites, en général vous avez droit à une arme de corps à corps, une arme de tir, et puis un Steam Pack pour pouvoir se soigner. Donc si vous êtes parti sur une campagne, ça peut être sympa de prendre soit directement les deux bandes qu'il y a dans la boîte de base, soit de prendre celles qui sont vendues en extension. À chaque fois, elles sont plus ou moins homogènes, donc ça permet d'équilibrer comme ça un petit peu rapidement. Pensez bien que d'une partie sur l'autre, vous n'allez pas jouer tous vos personnages. Donc même si dans votre bande, vous avez 4 personnages, souvent dans les premières parties de la campagne, vous allez en jouer que 2. Donc petit conseil, tant qu'on y est, vous y repenserez plus tard, pensez à faire tourner peut-être votre équipage pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui gagnent des compétences, parce que, eh oui, après chaque mission, justement, les personnages vont gagner des compétences. Donc une fois que vous avez choisi en fait vos personnages, eh bien vous allez choisir leur classe, un petit peu comme un jeu de rôle. Donc Crewman, c'est le plus simple, c'est des compétences les plus homogènes. Après, vous pouvez vous spécialiser, donc il y a vraiment pas mal de choix, et dans chaque extension, après, ils vous proposent des choix différents. Donc si vous êtes vraiment en mode campagne, eh bien allez regarder un petit peu toutes les compétences, il y en a vraiment beaucoup, pour essayer de voir quel style de jeu va vous convenir, sachant que dans une partie, vous n'utiliserez jamais toutes vos compétences, et même dans une campagne, il est possible que vous ayez des compétences que vous n'utilisez jamais, parce qu'elles sont soumises en fait à vos petits points ici d'action, non, pas les points d'action, les points de compétences, qui sont les petits pegs, les petits, alors je sais pas comment on dit en français, à force de lire les trucs en anglais, les petits clips verts en fait, tout simplement, et qui vous permettent justement de déclencher les compétences. Ça, on le verra dans l'activation. Pour l'instant, bien, choisissez soit au hasard, soit en connaissance de cause, soit sinon prenez Crewman, c'est le plus homogène. Donc votre équipage est prêt à partir, vous avez fait votre paquet d'événements, vous avez bien mis les 3 petits marqueurs sur cette jauge-là qui va déterminer en fait le niveau de menace, et bien ensuite il vous reste à choisir qui va démarrer. Donc vous pouvez jouer tout seul, auquel cas vous allez choisir votre port d'entrée. Moi j'ai choisi directement de me mettre juste ici, parce que oui, je suis un petit peu tout seul là, mais voilà, donc je me suis mis là, sachant que si jamais vous êtes plusieurs, eh bien vous jouez à pile ou face, vous tirez sur un dé, et c'est le gagnant qui va choisir quel sas d'entrée il va pouvoir prendre. Ça va être très important parce que c'est aussi l'endroit par lequel il va falloir sortir. Donc pensez bien que si l'objectif est, bon, en général les objectifs sont quand même au milieu, ça va être important de penser à son schéma de retour. Il ne suffit pas d'aller capturer l'objectif et puis après de dire ok c'est bon je l'ai, hey qu'est-ce que je fais maintenant? Donc je vais laisser cette disposition telle qu'elle, ça fera un petit peu de vie, puis je m'en arrangerai. Et puis quand vous commencez, vous mettez en fait votre équipage directement dans le vaisseau. Le vaisseau a des caractéristiques, ça je ne vais pas les expliquer parce que c'est vraiment en mode campagne, sinon ça ne sert à rien. Enfin, ça peut avoir un impact direct dans la partie, mais si vous ne jouez pas en mode campagne, alors vous pouvez vous arranger avec votre adversaire, etc. Mais je vous conseille vraiment, si vous faites juste un one-shot comme ça, de ne pas vous en occuper. Alors première chose du tour, vous allez piocher une carte d'événement. Ça va arriver vraiment tous les tours. C'est la première chose que vous faites. Donc c'est le joueur qui a la petite pièce porte-bonheur qui commence, celui qui va jouer en premier. Donc suivant le niveau de la purge qui est ici, il va choisir en fait, enfin il va pas choisir, mais il va lire les actions qui sont en rapport. Donc ça peut être bien, ça peut être mauvais, il y a un petit peu des deux. Des fois avec les extensions, vous allez même trouver des cartes qui sont à cacher. Donc la personne ne va pas la révéler directement. Et puis à un moment donné, à un moment propice, va pouvoir utiliser en fait cette carte, donc ça rajoute pas mal de piment au jeu. Et puis vous avez aussi la possibilité que des ennemis apparaissent avec justement ces cartes là, donc faites bien attention à ça. C'est un tout petit icône qui est sur le côté, à partir du moment où il y est, vous devez le faire. Alors, on arrive au moment où on va pouvoir bouger et interagir justement sur ce plateau de jeu. Donc déjà, première chose, c'est un jeu qui est en activation alternée, c'est-à-dire que je vais bouger un personnage, on va mettre un petit peu en activation, mes adversaires vont bouger chacun leur tour un personnage, ça revient à moi, je rebouge un personnage, bien sûr qui n'a pas déjà été activé dans ce tour, et ainsi de suite jusqu'à ce que le tour soit terminé. Alors Core Space fait partie de ces jeux que j'apprécie vraiment particulièrement parce que vous avez des points d'action, et ces points d'action, ça veut dire que vous avez un plus grand choix, vous n'êtes pas en mode je bouge, je tire et puis je fouille, mais vous allez choisir faire un double move si vous avez envie, un double tir si vous avez envie, faire move tir, tir move, fouille, etc. Donc il y a cette liberté d'action. Cette liberté d'action, elle est représentée
justement par les différentes actions que vous pouvez faire, et regardez bien sur votre fiche parce que votre personnage a de base 2 actions, mais certains peuvent en avoir plusieurs ou moins, donc c'est vraiment dépendant de votre personnage et pas de la règle générique, donc faites-y attention. En général, on va dire que ça va être 2 actions quand même pour la plupart des personnages. Alors dans les actions de base, évidemment, il y a se déplacer. Alors, Core Space est très souple et vous laisse le choix. Soit vous utilisez une règle, donc du coup, comme mon personnage va bouger de 4, je mesure socle à socle à l'endroit et je vais bouger de 4 pouces. Soit vous voulez jouer un petit peu plus souple et vous utilisez directement les cases qui sont représentées. Alors, il faut que les 2 adversaires, enfin que les 2 amis qui sont en train de jouer partagent le même système parce que bien évidemment, si y en a un qui mesure et l'autre qui se déplace avec les cases, comme une diagonale de cases en fait fait un peu plus qu'un pouce, au final, vous allez avancer un petit peu plus vite s'il y en a un qui fait que des diagonales en fait avec ses cases. Donc mettez-vous d'accord. Moi personnellement, pour gagner du temps, je pense que c'est quand même plus sympa de jouer sans mesurer comme ça parce que déjà ça va éviter peut-être un petit peu les entourloupes à base de j'ai gratté quelques pouces. C'est jamais. Là, les cases, c'est plus propre, ça va plus vite. Vous n'êtes pas à réfléchir à où est votre réglette. Donc, franchement, je vous le conseille. Donc, si vous jouez en mode déplacement avec des cases, eh bien, vous avez le droit de vous déplacer orthogonalement, donc gauche-droite, etc., et diagonalement, sans problème. Donc, si vous voulez passer d'un angle à un autre, vous pouvez à condition qu'il y ait une case qui soit libre sur le côté. C'est-à-dire que d'ici, je peux très bien passer ici, et puis revenir après derrière la porte, hop, taper sur mon ami que je ne voyais pas, hop, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très libre. Il y a moyen aussi de jouer en mode 3D, ça je vous le détaille pas là, parce que c'est dans la version des règles, c'est pas très compliqué, et puis c'est surtout fait si vous avez acheté des décors en 3D justement, enfin, c'est-à-dire en vrai 3D avec différents étages. Alors une règle qui est assez importante, c'est qu'on ne peut jamais dépasser les 11 pouces volontairement pour bouger. Il y a des choses qui vont vous faire bouger involontairement, on va vous repousser, vous allez tomber, etc. Mais quoi qu'il arrive, vous-même, vous ne pouvez pas faire plus que 11 pouces ou 11 cases de déplacement. Alors, la petite subtilité aussi, c'est que dans Core Space, vous avez 2 actions et des actions, on va dire, faciles. Ces actions faciles, vous avez le droit d'en exécuter une gratuitement et dans ces actions, il y a justement le petit pas. Donc c'est un petit pas de côté qui est là pour vous permettre de gagner un petit peu en rapidité, de vous mettre à couvert s'il faut, parce que quand vous avez commencé une action, vous devez la terminer. C'est-à-dire que si je dis je bouge, je ne peux pas faire une action, par exemple ouvrir une caisse typiquement, et après me redéplacer de 2. Ça va être séquencé. Donc ça peut être sympathique de faire le petit pas qui va bien pour se mettre à côté de la caisse et puis après de faire mes 2 mouvements pour vraiment gagner de la portée parce que c'est un jeu, il va falloir vraiment beaucoup courir, il y a une course comme ça sur les objectifs, une course pour sortie, vous êtes tout le temps en train de vous déplacer beaucoup, hein. C'est un jeu vraiment très dynamique Core Space, donc c'est bien d'avoir cette petite souplesse là. Alors avant de regarder les actions un petit peu vindicatives, on va passer sur la fouille. La fouille, c'est un élément primordial dans Core Space et c'est ce qui fait vraiment, je pense, son charme. S'il n'y avait pas cet aspect-là, je pense pas que j'aurais autant accroché en fait au système de jeu. Donc à partir du moment où vous êtes à côté d'un petit conteneur, vous pouvez faire une fouille. Alors je dis petit, hein, mais ça peut être aussi bien le grand, hein. Ça c'est pas un problème. Autre possibilité, et qu'il ne faut pas oublier, c'est que tant qu'une pièce n'a pas été fouillée par quelqu'un, que ce soit vous ou l'adversaire, eh bien vous avez le droit de faire une fouille dans la pièce, de façon générale, c'est-à-dire regarder un petit peu ce qui traîne par terre, ce qui peut être posé dans un casier, ce qui traîne sur une console, et donc vous allez piocher un token au hasard dans le sachet justement de token. Alors ça, après vous mettez un petit pion, comme ça on se rappelle que ça a été fait, c'est une action de fouiller. Ce que vous allez faire en général, c'est vraiment fouiller les caisses, parce que dans les caisses, vous avez 3 items, donc en général. Donc dans ces petites caisses, ce que vous faites, c'est que vous prenez comme ça les petits objets, je dis beaucoup petits en effet, et puis vous allez choisir secrètement, sans que l'adversaire le sache, un élément qui vous convient, un élément, je dis, ou plusieurs. Alors vous pouvez regarder, vous voyez, je les retourne tout de suite pour essayer de voir un petit peu le coût, pour déjà, si vous êtes en mode campagne, savoir combien vous allez pouvoir les revendre. Vous avez à gauche le coût d'achat et à droite le coût de revente. Et puis après, bien sûr, vous regardez aussi les capacités. Et puis si vous avez envie d'en récupérer, vous pouvez très bien dire tiens, j'échange mon couteau contre ce pistolet. Et l'idée, c'est que le pistolet, vous allez le reglisser en fait dans la caisse. Alors l'adversaire, s'il est attentif, il va voir un petit peu ce que vous avez mis là. Par contre, il va pas savoir ce que vous n'avez pas pris et il va peut-être être tenté de revenir justement, alors que peut-être qu'il n'y a rien d'intéressant. Bon, en général, on n'est pas forcément tenté d'aller dans une caisse qui a déjà été fouillée parce qu'on se dit que l'adversaire a déjà pris ce qu'il fallait, mais on n'est pas à l'abri que du coup quelqu'un veuille se spécialiser par exemple en corps à corps, il ne prête pas un pistolet ou ce genre de choses. Donc ça peut toujours être intéressant si on n'a rien à faire, si on a un petit peu de temps, parce que la purge elle va vraiment vous mettre la pression, si vous avez un petit peu de temps de faire comme ça une petite fouille.
Alors bien sûr, dans Core Space, on va aussi se fighter, hein, on est aussi là pour ça. Donc, de l'autre côté, vous avez la règle de portée. Il y a 3 portées dans le jeu, Short Range, Medium Range et Infinity Range, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez une arme qui a les 3 valeurs dans les petits symboles, ici, là, ça c'est portée courte, portée moyenne, portée longue. À partir du moment où vous tirez portée longue, quelle que soit la portée, vous allez tirer d'un bout à l'autre du plateau de jeu. Donc ça peut faire des surprises. Donc là, pour le coup, on n'utilise pas les cases, hein, on utilise vraiment la portée effective. Donc c'est de socle à socle, tout simplement. Il faut qu'il y ait aussi une ligne de vue. Alors la ligne de vue, c'est du centre de votre figurine à n'importe quel élément de la cible, sachant qu'il faut pouvoir tracer comme ça une ligne droite qui ne passe pas par une figurine. Là, les figurines vont bloquer en fait comme une colonne en fait immense. Donc, on va pas voir au-dessus du socle, même si physiquement on peut voir à travers les pattes, etc. Le socle masque sur toute sa hauteur. Donc ça, faut bien l'avoir en tête. Pour le couvert, faites attention parce que les phrases n'est pas très claires. Je pense qu'il y a une petite coquille. On vous dit si 25% au moins de la cible est visible depuis la position du tireur, la cible ne dispose pas d'un couvert suffisant. C'est pas 25% au moins visible, c'est 25% au moins est caché. Donc vous voyez, prenez exemple sur ce qu'il y a sur la droite. Couvert insuffisant, on voit 90% de la figurine. Couvert partiel, on voit entre 25 et 90%. Et couvert total, on voit moins que 25% de la figurine. Alors bien sûr, les pourcentages, c'est très compliqué. Mettez-vous d'accord avec l'adversaire le plus souvent. Essayez de mettre en général bénéfice du doute au défenseur, moi c'est ce que j'ai toujours essayé d'appliquer, et puis si vous ne vous mettez pas d'accord, simplement vous tirez au dé, et puis comme ça c'est le destin qui décide pour vous. Donc Core Space c'est un jeu qui se veut assez immersif, donc ne vous prenez pas trop la tête à partir du moment où on voit globalement vous êtes caché, vous allez vous donner un couvert, c'est vraiment très rarement qu'on va pouvoir voir 100% en fait de la figurine, et pensez bien au coup du socle, hein, par contre qui là du coup change un petit peu parce que c'est pas de la ligne de vue réelle en fait, c'est toujours un petit peu la limite quand on choisit d'avoir un système où des fois, il y aura une zone imaginaire qui sera l'occupation du socle de la figurine et parfois en fait quelque chose de réel, à savoir vraiment ce que la figurine représente elle-même. Donc pensez à être bien orienté, faites attention, ça fait aussi partie un petit peu du jeu, à vous de choisir et de mettre le curseur là vraiment où vous voulez. Alors le système des tirs ou des combats au corps à corps, ça va être exactement la même façon de le traiter. Donc si on imagine qu'on est au tir, il ne faut pas être au contact, évidemment. Vous allez regarder la valeur de votre arme, suivant la portée dans laquelle vous êtes, et si vous avez par exemple 2 dés, ça veut dire que quoi qu'il arrive, quand vous faites une attaque, une action, vous prenez toujours le dé bleu en premier. Et chaque valeur en plus, ça vous rajoute en fait un dé rouge, d'accord? Donc si vous avez 2, ça veut dire un bleu et un rouge. Si vous avez que 1, ça veut dire juste un bleu. Alors bien sûr, il y a des capacités dans les armes qui peuvent, et c'est ça qui va faire leur richesse, améliorer ceci. Donc vous pouvez dépenser plus de munitions pour justement essayer de booster un petit peu vos tirs. Ça va avoir un impact qui est assez important parce que quand vous videz votre chargeur sur un personnage en face et qu'il décède, et bien du coup, vous n'avez pas besoin de faire plusieurs tirs dessus. Donc c'est quand même assez attrayant. Alors faites attention aussi parce que une des particularités, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un tir qui est fait pour la première fois dans le tour de jeu, eh bien la munition que vous allez dépenser, ici, vous allez la mettre directement dans la jauge de danger et ça va rameuter en fait la purge de plus en plus vite. Donc c'est bien de se tirer dessus, c'est aussi bien de faire attention. Ensuite, si on imagine qu'il n'y a pas de couvert, tout simplement, vous lancez les dés, chaque impact va créer un dommage et c'est directement un point de vie qui est enlevé à la figurine. Donc ce qui peut venir vous protéger, en fait, il y a 3 choses. Si vous êtes à couvert, vous absorbez directement une touche, donc voilà, tranquille. Si vous avez une armure de 1 ou de 2, vous allez absorber directement 1 ou 2. Donc ça c'est vraiment très fort parce que ça va être tout le temps naturellement et bien sûr ça se cumule. Donc si vous êtes à couvert avec une armure, eh bien vous allez en général absorber les 2 premiers dégâts et il faut que l'adversaire en fasse 3, ce qui va pas être forcément facile, surtout qu'il n'y a qu'une seule phase double en fait sur le dé bleu, une phase double, 3 faces dégâts simples, une face où on n'a rien du tout et une face où il y a un petit problème qui s'est passé. Le dé rouge quant à lui échange la face double contre une face vierge, donc il est moins efficace. Après l'avantage de ce système c'est que ça va caper en fait vos dommages. Vous savez qu'en lançant 3D, vous fera un maximum de 3 dommages. Il ne peut pas y avoir de 6 qui s'enchaînent, etc. Donc ça permet quand même d'augmenter un petit peu la survivabilité des personnages. Alors après, dans les armures, il y a un petit cas particulier, c'est le cas des boucliers. Les boucliers, eux, vont absorber des touches. Par contre, dès qu'ils sont dépassés, dès qu'il y a une blessure qui est affectée, le bouclier en fait est shunté, il n'a pas supporté la surcharge, donc il ne sera plus du tout utilisable durant toute cette partie. Alors les phases d'enraillement, à quoi ça sert? Eh bien à partir du moment où dans votre tir, vous obtenez 2 fois le symbole d'enraillement, votre arme s'est enrayée, vous n'allez plus pouvoir l'utiliser tant que vous n'aurez pas réussi à la désenrayer, et surtout votre tir est complètement perdu.
Alors pour les armes de corps à corps, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que vous avez deux valeurs. Une valeur, je tape modérément, une valeur, je tape comme un gros bourrin. Et dans la petite valeur, vous allez lancer -D. Par contre, vous allez ignorer en fait les résultats d'enrayement, alors que si vous utilisez la deuxième valeur, si vous faites deux symboles enrayement, et bien votre arme est cassée. Et là, on ne pourra pas la réparer. Elle sera réparée automatiquement quand vous retournez dans votre vaisseau, donc d'une partie sur l'autre. Mais dans cette même partie, on ne pourra pas la réparer. Alors qu'une arme de tir qui s'est enrayée, eh bien pour une action, vous allez pouvoir désenrayer votre arme. Ensuite, dans les actions, vous pouvez en fait pousser, bousculer en fait un personnage. Donc à partir du moment où vous voulez le faire, il faut que vous soyez bien sûr côte à côte, et puis vous allez lancer autant de dés que votre valeur native en fait de force. Donc c'est en général juste un dé bleu, on considère que c'est 1 si vous n'avez pas de valeur. Il y a certains personnages qui sont plus puissants, qui vont avoir une valeur un peu plus forte, et tout simplement, le nombre d'impacts, c'est le nombre de pouces où vous allez bouger l'adversaire. Petite règle, c'est que si vous voulez quitter un corps à corps, eh bien l'adversaire va faire une attaque d'opportunité. Donc vous pouvez le faire, ça ne va pas diminuer votre valeur de mouvement. Par contre, gratuitement, l'adversaire, même s'il a déjà été activé, il va faire une action de combat de corps à corps. Ensuite, une des grosses richesses du jeu et qui fait vraiment plaisir et qui accentue le côté roleplay, c'est que vous pouvez négocier avec les civils. Donc pour ce faire, vous avez trois possibilités, ça vous coûte toujours une action. Soit vous pouvez faire un échange avec lui, c'est-à-dire prendre un objet contre un objet qui va peut-être porter directement sur lui, ça peut être une des conditions de mission, ou alors un objet, sinon s'il n'en a pas, qui va être tiré au hasard dans le sac. Ça, c'est la première action. Deuxième action, vous pouvez le persuader de vous rejoindre. Comme ça va vous faire un personnage en plus pour accomplir la mission. Si il faut essayer de se répartir, ça peut vraiment être sympa. Par contre, faites attention parce qu'on a déjà vu des personnages comme ça qui rallient votre équipe et qui peuvent là, malgré tout, la quitter en cours de jeu. Et s'il a en plus un des pions objectifs avec lui, c'est la cata. Donc après, suivant le scénario, vous pouvez avoir aussi des petites actions qui sont vraiment spécifiques, donc auquel cas elles seront précisées en fait directement dans le scénario, mais on peut aussi relever un personnage blessé, le tirer vraiment très cinématographiquement, genre viens, je te laisse pas, je t'abandonnerai pas, ou alors au contraire lui piquer son équipement et puis s'en aller sans lui en disant ah tiens je l'aime bien cette mitrailleuse, je vais la garder en souvenir de toi, merci à toi. Donc voilà, très grande richesse. Ce système est assez souple, hein, je vous rappelle, vous avez donc les mouvements, les tirs, les combats au corps à corps, les fouilles, les interactions avec les PNJ, et avec tout ça et les scénarios et les interactions que vous avez, ça suffit vraiment pour prendre du plaisir, se sentir assez libre de ces actions. Vous avez toujours le choix hein, dans deux actions, donc moi c'est vraiment un système que je trouve vraiment très très bien pensé. Alors en ce qui concerne les compétences, je ne vais pas les voir directement là parce que c'est vrai qu'on va plutôt les utiliser si on est en mode campagne, étant donné que justement c'est entre les tours de campagne, entre les différentes missions qu'on va gagner des points de compétences. Mais en gros, dites-vous qu'avec les points de compétences que vous avez sur votre fiche, vous pouvez utiliser les capacités spéciales que vous avez payées en fait pour votre personnage ou qui peut avoir directement de façon innée en fait sur sa carte. Voilà. Donc ça, on passe, ce sera vraiment une fois que vous aurez déjà goûté au jeu. Pour votre première partie, je pense que vous pouvez faire 100, mais après, ce sera vraiment un élément vraiment qui va donner du sel en fait au jeu et qui va vous permettre d'aller vraiment plus loin et d'avoir en fait plein de petits tricks spéciales avec pas mal de petits coups, vous verrez si vous avez le temps, regardez en détail, il y a vraiment pas mal de choses sympas. Donc une fois que vous avez terminé votre phase d'activation, vous passez la main à l'adversaire ou à un de vos collègues, vous jouez un autre de vos personnages, vous tournez, et une fois que toute la phase des marchands est terminée, eh bien ça va être la phase de la purge. Donc de la phase de la purge, premièrement, vous regardez à quel niveau vous êtes. Suivant le niveau, donc là niveau 1 il ne se passe rien, si on imagine qu'on est un petit peu plus loin, ici par exemple, eh bien vous allez faire rentrer en fait des ennemis. Donc on commence toujours par le bas, donc là par exemple il y a un PNJ qui va rentrer, donc simplement quand il rentre, vous allez jeter ce dé là qui est un dé classique, un dé 6, et puis ça va déterminer par quel bord en fait il va rentrer. Vous voyez, vous avez des points d'entrée comme ça qui sont répartis en fonction de la mission. Ensuite pour la purge, soit vous avez une valeur, donc là il y a directement deux récolteurs qui vont rentrer, soit vous avez un dé, auquel cas vous lancez ce dé là, donc il a une face double, 3 faces 1 et 2 faces rien. Donc on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, il y a une part comme ça un petit peu d'aléatoire, et pour après les personnages un peu plus forts, il y a en fait ce dé blanc. Utilisez le dé blanc pour savoir est-ce que le personnage va arriver ou pas. Donc je passe volontairement hein, sur ce qui se passe si vous manque des figurines, etc. Tout ça, ça va être géré. Là, le but, c'est vraiment de ne pas vous étouffer sous les règles, vous sachiez vraiment vous en sortir directement. Donc une fois qu'on a décidé par exemple que 2 récolteurs allaient arriver, eh bien simplement je jette ce dé là, il va me dire 5, 1, 3, 4, 5, c'est ici, et je fais arriver directement un des personnages ici. Donc s'il y en a plusieurs qui doivent venir, eh bien c'est le joueur en contrôle, c'est-à-dire celui qui a la petite pièce porte-bonheur, celle aussi du premier joueur, qui va déterminer où est-ce que le deuxième va arriver. Est-ce qu'il va être plus loin si ça l'arrange? Est-ce qu'il va être plus près si justement c'est l'adversaire qui est en train de s'enfuir et qui va prendre la pression?
Alors une fois que vous avez placé les éléments de la purge, eh bien il y a un ordre d'activation, en fait c'est avec leur grade. Donc on va commencer avec le Living One, après l'assassin, et puis on va terminer avec les tout petits récolteurs ici. Donc si jamais il y en a plusieurs sur le plateau, c'est le joueur qui a la pièce qui va choisir lequel va agir en premier. Alors c'est là où on arrive au système d'IA, en fait, qui est géré par le système de jeu. Donc tout simplement, vous suivez le diagramme. Donc la cible est-elle engagée avec le PNJ? Oui, non. En fonction de ça, vous suivez. Et puis ça va directement résoudre les actions en fait pour le jeu. Et c'est plutôt bien fait. Il y a peu de cas de conflit. Tous les cas de conflit sont détaillés. Quand il y a plusieurs cibles, laquelle on va prendre en priorité, etc. Tout ça c'est géré. Si vous suivez simplement ce diagramme, eh bien vous vous en sortez. Et puis il va se passer pas mal de choses, pas forcément ce que vous aviez prévu, et c'est ça qui fait tout le sel encore une fois du jeu. Après, pensez bien que le nombre d'actions va être défini en fait par la fiche des éléments de la purge. Ils vont pas avoir les mêmes actions. Et puis surtout, quand vous faites un tir avec la purge, c'est tir infini. Leur portée est infinie, on ne mesure jamais la portée. Tandis que quand les PNJ, eux, vont tirer, eh bien là par contre, ce sera portée médium. Je vous le précise maintenant parce que c'est un élément qui peut vraiment être important dans le jeu et puis qu'on a tendance à oublier dans ces premières parties. Donc là, j'insiste sur ce point qui est un petit peu particulier. Donc je ne fais pas de combat, vous avez l'habitude, ça va se traiter exactement de la même façon que ce qu'on a déjà vu, et je passe directement après à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est l'activation des PNJ. Ça, c'est vraiment très fun. Donc vous regardez tout simplement les cartes des civils, ça vous dit, en général, ils ont 2 actions, ça peut être des fois 1, ça peut être des fois plus, mais en général, c'est 2 actions. Donc vous choisissez un des personnages, vous allez lancer ce dé-là, et suivant la phase qui va tomber, il va se passer pas mal de choses. Donc il peut aller se cacher, il peut vous tirer dessus, il peut aller attaquer la purge, il peut avoir envie de faire un échange, il peut décider de lui-même de rejoindre en fait votre équipage, ou bien pire, il peut se transformer aussi en Living One. Et oui, les Living One en fait, ils sont incrustés parmi enfin camouflés parmi la population, donc on n'est jamais à l'abri que justement le personnage qui vient de rejoindre votre équipage, à qui vous avez confié la mallette si importante, se transforme en fait en Living One, donc ce qui peut occasionner vraiment des situations de jeu vraiment amusantes, mais il y a vraiment cette richesse. C'est vraiment encore une fois ce qui m'a séduit dans le jeu, c'est tous ces PNJ qui viennent faire un petit peu leur vie, et on a vraiment l'impression qu'il se passe des choses, vous voyez, des fois ils vont bouger, ils vont se rapprocher d'ennemis, après ils vont venir, ils vont vous tirer dessus, et ça représente vraiment un peu ce qui se passe, le mec qui panique, qui se retourne, vous voit, vous met en garde, et puis vous dites non, attends, je viens pour t'aider, il tire quand même, après vous venez discuter avec lui, finalement il vous donne un objet, etc. Enfin, je sais que c'est vraiment une mécanique hyper importante dans le jeu et hyper fun, donc voilà, profitez-en bien. Une fois que vous avez fait cette phase des PNJ, eh bien on reboucle, c'est-à-dire que la personne qui est à gauche prend le marqueur premier joueur, on enlève tous les marqueurs, et puis on essaie de survivre avec ces personnages, de continuer à récolter en fait des équipements, mais voilà, moi j'irai pas beaucoup plus loin en termes de règles, parce que la suite après c'est l'évacuation, donc une fois que vous êtes sorti du jeu, eh bien vous avez toute une phase où vos personnages qui sont restés en fait dans le jeu peuvent s'en sortir ou pas, ça va dépendre. Ça c'est assez poussé je trouve, quand vous avez un personnage que vous avez laissé derrière vous, soit du coup il va sortir tout seul, vous lui débrouille-toi, soit vous pouvez directement déclencher une mission de sauvetage, ça peut être aussi vraiment sympathique, soit vous l'abandonnez tout simplement, et il y a tout un côté justement roleplay comme ça sur ce qui va arriver après sur les personnages. Bien sûr ce qui est sympa c'est dès que vous jouez en mode campagne, il y a une phase où vous allez revendre vos équipements pour pouvoir en acheter de nouveaux. Voilà, donc toute cette phase-là qui est la phase vraiment de campagne, je ne vais pas la détailler, je vous laisserai la regarder, le livre de règles. Après, si vraiment ces vidéos ont beaucoup de succès et que vous êtes vraiment friand, je vous détaillerai le mode campagne, mais bon, je pense qu'on peut s'arrêter là, et j'espère en tout cas que ça vous a donné envie de jouer à Core Space. Comme je vous dis, je pense que rien qu'avec ça, vous pouvez vraiment directement jouer. Après, faites une première partie, ou si c'est dans longtemps, relisez un petit peu le livre de règles avant, mais je pense que ça va vraiment être beaucoup plus clair. En tout cas, Core Space, c'est clair, je vais en reparler moi sur la chaîne. J'ai envie de proposer un rapport de bataille parce que je pense que c'est vraiment un jeu qui s'y prête beaucoup. Donc je ne sais pas encore comment ça va se faire, il faut prendre des figurines, etc. Donc peut-être sur 2021, voilà. Mais si vous avez craqué pour le jeu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager aussi vos figurines sur la commu IGTV. Ça peut être sympa aussi de voir que le jeu vit bien. Et puis profitez, amusez-vous bien et à bientôt. Salut à tous.